La chaleur du Caire a toujours été étouffante, mais cet été 2019 l'était encore davantage. Ce n'était pas seulement la chaleur habituelle qui stagnait entre les murs de pierre de la ville, ni le vent khamsin étouffant, qui transportait du sable du désert et s'infiltrait par chaque fente, se déposant comme un voile doré sur les meubles, la peau et les pensées. C'était quelque chose de plus profond, de plus dense, une inquiétude presque intangible qui s'enroulait dans ma poitrine comme le parfum persistant des jasmins, suspendus aux lianes du balcon. Une inquiétude qui semblait battre au même rythme que le bourdonnement lointain des voitures et des voix du quartier, toujours présente, comme un murmure constant sous le ciel brûlant. Ce n'était pas le soleil implacable qui me gardait éveillé la nuit, suant sous les draps, même les fenêtres grandes ouvertes. C'était la sensation que quelque chose se préparait, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaissais avec la certitude instinctive avec laquelle on anticipe une tempête dans le désert. Et cette tempête avait un nom, Karim Al-Farouk. Karim était mon petit-neveu éloigné, le fils de ma cousine Samira, que je connaissais à peine au-delà des photographies froissées, des albums de famille et des anecdotes glissées dans les conversations d'après-repas. Mais avant même de le voir, quelque chose en moi savait que son arrivée changerait les dynamiques de notre foyer et la structure même de mon monde intérieur. Il venait d'Alexandrie, la ville blanche, avec ses ruelles humides de sel et ses aurores entre les vagues de la Méditerranée. Il avait grandi entre les murmures des vieilles mosquées et le va-et-vient des bateaux au port, entre les palmiers courbés par le vent marin et le rythme lent d'une vie côtière. Il arrivait au Caire pour étudier la médecine à l'université, ce monstre de savoir et de tradition qui dévore des générations d'étudiants avec la promesse d'un avenir brillant. Ma mère, Farida, n'hésita pas une seconde. D'une voix ferme, avec ce ton qui ne souffrait aucune discussion, elle décréta « Il restera avec nous. Le sang est plus épais que l'eau et la famille ne s'abandonne pas. » Et comme tant de fois auparavant, ces paroles furent acceptées comme une loi sacrée. Chez nous, quand Farida parlait, le temps s'arrêtait. Même Tariq, mon frère, cet esprit rebelle et contestataire, baissa simplement les yeux et acquiesça. C'était ainsi que fonctionnait notre monde. Les décisions venaient d'en haut, comme la chaleur de midi, inévitable, écrasante, et parfois révélatrice. Je n'aurais jamais imaginé que cette décision, apparemment simple, allait changer le cours de ma vie à jamais. Je me souviens de ce jour avec une clarté perçante. C'était un après-midi de juillet, et le ciel semblait peint à l'huile. Des nuages orangés, comme des coups de pinceau sur une toile violette. J'étais sur le balcon, mon sanctuaire privé, avec une tasse de thé à la menthe entre les mains, la porcelaine chaude vibrant contre mes doigts. J'observais le monde sans en faire partie, laissant les parfums de la ville, pain fraîchement cuit, fumée de charbon, parfum bon marché, me bercer comme un souvenir lointain. Les voix des vendeurs ambulants montaient comme un chant ancien depuis la rue, et je flottais entre ce présent paisible et un avenir qui s'approchait à pas feutrés. Et alors, je le vis. Un taxi jaune s'arrêta devant la maison, avec un crissement qui déchira le silence de ma rêverie. Un nuage de poussière s'éleva à son passage, comme s'il annonçait l'arrivée de quelque chose de sacré ou de dangereux. Je ne savais pas quoi. La portière s'ouvrit lentement, presque solennellement, et de l'intérieur émergea Karim. Je ne le connaissais pas, mais je le reconnus. C'était comme si le temps avait attendu ce moment. Grand, élancé, les épaules droites comme s'il portait des siècles d'héritage familial, il marchait avec une grâce qui ne semblait pas apprise, mais
inhérente à son être. Sa peau, couleur miel foncé, brillait d'une légère sueur qui n'enlevait rien à sa dignité, mais le rendait plus humain, plus proche. Ses yeux, ses yeux étaient un vert insolite, comme le Nil calme avant la crue. Ce n'était pas seulement leur couleur qui me déstabilisait, mais l'intensité avec laquelle il regardait. C'était comme s'il voyait au-delà du visible. Comme s'il savait déjà des choses sur moi que moi-même j'ignorais. Ses cheveux noirs, un peu ébouriffés par le voyage, semblaient faits pour résister au vent. En me voyant sur le balcon, il s'arrêta. Il leva les yeux, et pendant un instant, j'eus l'impression que le monde retenait son souffle. Puis, comme si la gravité elle-même s'était inclinée vers moi, Karim acquiesça légèrement, un signe de respect mêlé à une curiosité à peine dissimulée. Et dans ce regard, dans cet instant suspendu entre le passé et ce qui était à venir, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. « Tante Aziza, c'est un honneur de vous connaître, » dit-il d'une voix grave, qui fit que mes doigts se crispèrent autour de la tasse, comme si j'avais besoin de quelque chose de solide pour me rappeler où j'étais. « Bienvenue, Karim, cette maison est la tienne, » répondis-je, forçant ma voix à rester ferme, même si je sentais un tremblement souterrain dans chaque syllabe, comme si mon propre corps savait quelque chose que mon esprit refusait encore d'accepter. Il avait 22 ans, seulement 8 de moins que moi. Mais ces 8 années semblaient un abîme que, dans mon fort intérieur, je me répétais qu'il ne fallait pas franchir. Du moins, c'est ce que je croyais alors. Je m'accrochais à cette idée comme un naufragais s'accroche à un morceau de bois en pleine mer, sans savoir que la marée m'emportait déjà irrémédiablement. Les premières semaines furent tranquilles, presque paisibles. Karim s'adapta avec une étonnante facilité à notre routine, comme s'il avait toujours vécu entre ces murs chaleureux et usés par le temps. Il était respectueux, serviable, attentionné. Ma mère l'adora dès le premier jour, le choyant comme s'il était l'un de ses propres enfants. Mon petit frère, Tariq, s'attacha à lui avec admiration, le suivant partout, essayant d'imiter sa façon de parler, de marcher, même sa manière de se coiffer. Et moi, je devins la spectatrice silencieuse de cette intégration parfaite, essayant d'étouffer une émotion croissante qui n'avait pas de nom, mais qui me brûlait intérieurement chaque fois que ses yeux cherchèrent que les miens, sans raison apparente. La tension commença à s'installer comme une présence invisible, subtile, mais constante. Elle était dans la manière dont il prononçait mon nom, dans la façon dont il allongeait les syllabes, comme s'il savourait chaque lettre. Dans les silences entre les phrases, dans les regards furtifs qui duraient une seconde de trop. Je me surprenais à l'observer sans m'en rendre compte, à mémoriser les angles de son visage, la manière dont il tournait les pages de ses livres, avec une délicatesse presque révérencieuse. Et quand il me surprenait à le regarder, il souriait. Un sourire discret, à peine une courbe sur ses lèvres, mais qui laissait un écho dans ma poitrine pendant des heures. Tout commença une nuit sur la terrasse. C'était l'une de ces nuits chaudes et denses où l'air semble chargé de secrets. Le jasmin grimpait le long des rampes comme s'il voulait toucher la lune, et le murmure de la ville nous parvenait comme une mélodie lointaine. Karim était assis dans le vieux fauteuil en osier, les jambes croisées, la lumière tamisée de la lampe illuminant son profil. Il tenait un livre avec des doigts longs et élégants, et son expression était d'un calme absolu, mais ses yeux brûlaient. « Nizar Kabani ?» demandai-je en voyant la couverture usée. « Oui, ces mots sont comme du feu. »
répondit-il sans détourner le regard de moi. « Le feu brûle, murmurai-je, sentant une douleur profonde dans ma poitrine. C'était vrai. Quelque chose en moi commençait déjà à brûler. Mais il purifie aussi, répondit-il, sa voix plus basse, plus intime, comme une caresse qui n'ose pas toucher. Il s'approche lentement, sans rompre la tension, jusqu'à ce que son souffle effleure ma joue, comme une confession sans parole. Je ne sus pas qui avait comblé la distance. Peut-être lui, peut-être moi, peut-être le destin. La seule chose dont je me souviens avec certitude, c'est de l'électricité sur ma peau quand nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser contenu, maladroit, doux et brutal à la fois. Un baiser qui avait le goût du péché et du miel, de la culpabilité et du désir, de tout ce qui ne devait pas être et qui pourtant était. Nous nous sommes éloignés brusquement, comme si le monde avait retrouvé son sens et nous condamnait en silence. Mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là marqua le début de quelque chose que nous ne pourrions plus arrêter. Après cela, chaque moment seul devint un jeu dangereux. Les coïncidences n'étaient plus accidentelles. Nous nous croisions dans les couloirs en pleine nuit, faisant semblant de chercher de l'eau. Nous nous retrouvions dans la bibliothèque, où il passait des heures à étudier, et moi à faire semblant de lire, bien que mes yeux ne cherchaient que lui. Au marché, parmi la foule, nos doigts se frôlaient avec une audace que personne ne semblait remarquer. Une fois, dans le jardin arrière, sous la lune pâle et complice, ses mains trouvèrent les courbes de mon corps avec une dévotion qui me fit oublier mon nom. « C'est mal, Karim !» gémis-je une nuit, pendant que ses lèvres traçaient une carte invisible sur mon cou. Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains tremblaient et légèrement, comme s'il menait lui aussi une bataille contre lui-même. Puis, il murmura contre ma peau. « Cela ne peut pas être mal. Quelque chose qui semble aussi vrai. » J'ai voulu le nier. J'ai voulu le repousser, lui crier dessus, lui rappeler qui j'étais. Mais mes bras, au lieu de l'éloigner, l'ont serré plus fort. Et dans cette étreinte, dans cette nuit, j'ai su que j'avais franchi une frontière invisible. Une fois franchie, il n'y a pas de retour possible. Rien qui se ressent ainsi ne peut être mal, murmura-t-il contre ma peau. Et pendant un instant, j'ai voulu le croire. J'ai voulu croire que l'amour suffisait, que nous pouvions le cacher entre les murs de cette maison, comme un secret sacré. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge tissé de désir. Si quelqu'un découvrait notre relation, le scandale s'abattrait sur nous comme une tempête sans répit. Ma mère ne le pardonnerait jamais, et le nom des Al-Mansour, si soigneusement préservé génération après génération, serait à jamais entaché. L'honneur, ce mot prononcé avec fierté et crainte dans chaque recoin de notre lignée, ne survivrait pas. Le fragile équilibre commença à vaciller avec l'arrivée de Leila, ma cousine cadette. Leila, avec son rire contagieux, sa voix mélodieuse comme une chanson du Nil, et cette beauté qui semblait tout droit sortie d'une peinture ancienne. Il n'a fallu qu'un après-midi pour remarquer comment les yeux de ma mère s'illuminaient lorsqu'elle parlait d'elle et de Karim. Et un seul dîner a suffi pour semer la graine du désastre. Leila est une fille bien, d'une bonne famille, dit ma mère avec un sourire qui se voulait innocent, mais qui était plus tranchant que n'importe quelle dague. Elle le dit en regardant Karim, puis Leila, comme si elle les mariait déjà dans sa tête. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. Je gardais le sourire aux lèvres, mais je sentis mes ongles s'enfoncer dans mes paumes, sous la table. Karim me regarda alors, et dans ses yeux, qui d'habitude m'apaisaient comme la brise du soir, je vis le même désespoir qui m'étouffait. C'était un regard muet,
déchiré, un cri silencieux que moi seul pouvais comprendre. Cette nuit-là, il me tira dans le bureau sans dire un mot. Il ferma la porte avec force et m'embrassa comme si ce baiser était le dernier mot d'une histoire interdite. « Je me fiche de tout, Aziza. Je ne veux que toi. » jura-t-il entre murmures et baisers, sa voix tremblante de l'intérieur, comme s'il craignait que même les murs ne le trahissent. Mais les mots, aussi doux soient-ils, ne pouvaient arrêter la marée. La réalité nous rattrapa quand Leila, naïve ou pas, l'invita à faire un tour en felouk sur le Nil. Et lui, avec ce maudit devoir de maintenir les apparences, accepta. Je ne pus le supporter. Cette nuit-là, je l'attendis dans sa chambre comme une ombre qui refuse de disparaître, tremblant de rage, de peur, de douleur. Mon cœur frappait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. « Tu vas l'épouser » demandai-je à peine avait-il franchi la porte. Ma voix n'était qu'un fil, mais elle tranchait comme du verre. « Non » dit-il sans hésiter, et son étreinte fut si forte que, pendant un moment, je crus qu'il pouvait nous protéger du monde. Mais je ne peux pas la rejeter sans raison. Il faudrait leur dire la vérité. « Non » criai-je dans un murmure rempli d'angoisse. Ils ne comprendraient jamais. Ils nous détruiraient tous les deux. Nous nous sommes étreints en silence, sachant que l'amour ne suffit pas toujours. Que parfois, l'amour le plus fort est celui qui fait le plus de mal. Nous étions deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre, tandis que le monde autour de nous sombrait dans les attentes, les règles, les chaînes invisibles. Les semaines suivantes furent un enfer lent. Karim évitait Leila avec élégance, avec des excuses et des sourires vides. Mais la pression augmentait chaque jour un peu plus. Ma mère parlait déjà de date, d'alliance familiale, d'un avenir qui ne nous appartenait pas. Leila brodait des mouchoirs avec leurs initiales entrelacées, pendant que je me consumais en silence. Jusqu'à ce qu'un soir, lors d'un dîner particulièrement tendu, Karim lâcha la bombe avec un calme qui ne peut venir que de quelqu'un qui a déjà tout perdu. J'ai été acceptée dans un programme de médecine à Paris. Je vais partir étudier en France. Ma mère protesta, indignée. Leila laissa tomber sa cuillère et éclata en sanglots. Moi, j'ai feint la surprise. J'ai fait semblant comme si je ne savais rien, alors qu'à l'intérieur, je sentais mon monde se fissurer, comme si les murs de cette maison se refermaient sur moi. La nuit précédant son départ, il vint dans ma chambre. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas pleuré. Nous nous sommes simplement accrochés l'un à l'autre, comme si dans cette dernière étreinte pouvait se condenser tout ce que nous avions été, tout ce qu'on ne nous avait pas permis d'être. Nous avons fait l'amour avec une désespérance belle et féroce, comme si le temps n'existait plus au-delà de ces murs. « Viens avec moi » me supplia-t-il, ses mains tremblant dans mon dos. « Je ne peux pas » pleurai-je. « Ma vie est ici. Tu es mon amour, mais ceci est ma prison. » À l'aube, il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner depuis ma fenêtre, sa silhouette découpée par la lumière dorée de l'aurore, et j'ai senti que quelque chose en moi se brisait à jamais. Parfois, quand le vent souffle du nord et que le parfum du jasmin s'infiltre par les fentes, je crois le sentir près de moi. Je crois entendre son rire, sa voix, l'écho de ce qui fut. Et dans mes rêves, nous vivons une autre vie, une où notre amour n'est pas un péché, mais un destin. Mais le destin est cruel. Et le cœur n'oublie jamais. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien signifie le monde pour nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager et de vous abonner pour d'autres récits passionnants.
On se retrouve au prochain épisode. À très bientôt.